Bien, bonjour Alain Monteux, président de Tunstall Vitaris. Bonjour. Bonjour Isabelle Ricard, vous êtes juriste au cabinet Fidal Associés. Bonjour. Et bonjour, je ne me renouvelle pas mais c'est normal, Yves Bozy, vous êtes le fondateur de l'agence digitale Baby Boomer. Alors, bonjour. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes pour justement parler de l'intelligence artificielle et plus exactement de ce que cela peut apporter au service des gens et en passant bien évidemment par la téléassistance qui est maintenant incontournable. Alors, je voulais tout simplement mettre en avant déjà cette belle phrase, on va commencer par un peu de hauteur, de Thierry Baudet, qui est le président du CESE, et qui parlait de notre vie aujourd'hui comme étant celle de la révolution de l'âge. Une révolution, c'est quand finalement, c'est pas qu'on détruit, mais on remet totalement en cause un certain nombre de choses, et en particulier notre façon de vivre, le regard que nous posons sur les personnes âgées, sur les personnes en situation de handicap. À l'évidence, on est dans une société qui vieillit. Ce n'est pas ni une bonne ni une mauvaise nouvelle, c'est un fait. Et donc, il faut que nous nous adaptions comme les personnes vieillissantes doivent s'adapter. D'ailleurs, nous sommes potentiellement tous des vieux. Hein. Je crois qu'on peut le dire. Et bien évidemment, il n'y a pas de discussion là-dessus. Alors, l'intelligence artificielle, c'est en quelque sorte, on a l'impression que c'est soit le Zorro qui va venir nous sauver, soit au contraire le vilain individu, si on veut le personnifier, qui va nous amener toutes sortes de problèmes, déshumaniser nos rapports, nous rendre en quelque sorte presque des esclaves, alors que d'autres, au contraire, disent mais c'est ça la libération, et que grâce à l'intelligence artificielle, nous serons en quelque sorte augmentés. Alors je ne parle pas du salaire, bien évidemment, mais de nos possibilités. Alors, je voudrais qu'on parle d'exemples, qu'on soit très concret. Avec vous, en particulier, Alain, je voudrais qu'on parle davantage de ce que permet de faire l'intelligence artificielle et la téléassistance qui est son prolongement, son illustration, et en particulier dans le quotidien, ce qui peut arriver quand on est vieillissant. Avec vous ensuite, Isabelle, j'aimerais quand même que vous nous éclairiez sur le fait que c'est bien l'intrusion, mais c'est pas forcément bien. Enfin bon, bref, jusqu'où va-t-on aller et que peut-on? Est-ce qu'on a le droit de s'opposer? Est-ce que, etc. Ou est-ce qu'on est tracé, comme on dit, jusqu'à la fin de nos jours? Et enfin, avec vous, Yves, on va aller encore plus loin, notamment dans le fait que l'intelligence artificielle, les robots, tout ça, je le disais au début, ça peut faire peur aussi, ça pose des tas de problèmes. Alors pour ceux qui regardent Yves, je voulais tout simplement dire que s'il a un cocard, c'est tout simplement parce qu'il fait du rugby, c'est ça? Et ça, que, oui. voilà, mais que ça n'a rien à voir avec un règlement de compte qui ne nous regarde pas, qui relève de sa vie privée. Et à ce moment-là, il faudrait se tourner vers Maître Isabelle Ricard pour en discuter. Alors, la téléassistance, c'est bien. Ça sert à quoi, Alain? Bien sûr, à pouvoir répondre, mais est-ce que c'est uniquement une réponse? Est-ce que c'est aussi de la prévention? Et concrètement, quelles sont les applications qu'il peut y avoir et que vous pratiquez au sein de votre entreprise? Alors je pense que tout le monde connaît la téléassistance. C'est le petit bouton, là, comme j'ai au bras, qui permet d'appeler une centrale d'écoute 24 heures sur 24. Si vous avez besoin de parler, de rire, d'échanger, mais aussi si vous faites un malaise ou une chute. Et c'est une solution de prévention prouvée parce que, quelque part, si vous chutez dans 4 cas sur 5, vous allez rester à domicile parce qu'on va pouvoir faire intervenir votre réseau de solidarité
ou les services de secours rapidement, avant que les conséquences graves d'une chute vous emmènent de façon systématique à l'hôpital et avec des séquelles graves. Maintenant, comme la question qu'on s'est posée, c'est comment, en utilisant ces nouveaux outils dont vous parliez d'intelligence artificielle, on pouvait aller proposer une téléassistance encore plus préventive. Et on a la chance là, de déployer avec un client en Belgique 3000 logements sur des solutions de téléassistance digitale préventive pour vous permettre vraiment de rester encore plus longtemps chez vous. C'est vraiment le but du sujet. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on veut une vraie solution de téléassistance. Donc, vous allez toujours avoir une téléassistance, vous allez toujours avoir un médaillon. On va venir en plus mettre un certain nombre de capteurs, un capteur de porte, par exemple, pour savoir si vous avez ouvert votre tiroir à couverts pour manger, ou votre frigo, ou votre porte d'entrée, où on va pouvoir mettre des capteurs de présence par pièce. Un certain nombre de capteurs. Tout ça va être analysé par une intelligence artificielle dans une logique d'analyser des cassures qu'on ne verrait pas à l'œil nu. Vous vous levez de plus en plus tardivement, vous restez plus longtemps dans votre lit, ou vous ne mangez pas, ou plein de choses, et qui vont couper de ces différents capteurs pour en trouver quelque chose d'intelligent. Donc l'idée, ça va être de pouvoir identifier des profils à risque avant qu'il y ait risque. Ça va être de pouvoir identifier des profils et de pouvoir mettre en place des solutions petit à petit. Donc ça, c'est l'idée. Après, ce qu'on s'est dit, c'est je prends cet exemple volontiers, je vais découvrir, Patrick, que vous avez, tout d'un coup, vous allez 3-4 fois par jour aux toilettes, alors que vous n'y alliez pas avant. Donc ça, c'est pas besoin d'intelligence artificielle pour ça, d'ailleurs. C'est la prostate, oui. Mais ça peut être autre chose, c'est-à-dire qu'un simple appel, et grâce à la téléassistance, on va pouvoir découvrir que peut-être c'est juste que vous avez changé de médicament et que vous avez des effets secondaires. Et donc on n'a pas voulu laisser les aidants et la famille seuls avec les résultats de l'intelligence artificielle. Donc on a une équipe de soins à qui toutes les semaines on va donner les résultats que donne l'IA avec ce qu'il a découvert, avec des propositions de mesures. Et c'est ces équipes de soins menées par un ergothérapeute qui va s'interfacer avec le bénéficiaire et avec sa famille pour mettre en place les mesures, que ce soit de l'adaptation du logement, que ce soit une adaptation des solutions à domicile, une adaptation de sa téléassistance. Vous voyez, donc l'intelligence artificielle va vraiment nous aider à être de plus en plus préventive et vous accompagner dans le temps, à ne pas vous laisser seul, à ne pas laisser votre famille seule et à faire marcher l'écosystème et à parler ensemble. En effet, c'est assez extraordinaire de voir ce cercle vertueux. C'est à la fois un instrument, une possibilité de prévention. Ça rassure la famille de la personne âgée ou handicapée et ça permet de tirer des leçons qui sont profitables pour tout le monde. Exactement. C'est toutes ces données, l'IA va déterminer des profils et plus on sera capable de rentrer des données, plus ça sera excellent. Qu'on a même un niveau de capteur avec des caméras qui va permettre de faire de la vraie détection de chute et qui va permettre aussi d'enregistrer des informations encore plus fines pour déterminer des cassures ou des anomalies. Par exemple, avec une caméra, on peut détecter si vous lisez votre journal ou pas, ou si vous avez arrêté de le lire, ou si vous le lisez moins longtemps. Donc on va pouvoir aller être de plus en plus fin. Mais tout ça, et peut-être que je vous passerai la main sur ce sujet, il faut bien évidemment expliquer ça aux bénéficiaires, expliquer ça aux aidants, et que ça ne se fasse pas contre leur volonté et qu'ils en aient la parfaite connaissance et acceptation. C'est une très belle transition pour vous, Isabelle, parce qu'en fait, dans ce que vous nous dites, on sait, si vous lisez votre journal, on peut savoir aussi quel journal vous lisez, quelles sont vos idées politiques, qu'est-ce qu'on peut vous vendre, etc. Non, je veux dire, c'est bien évidemment pas ce que vous faites, mais je veux dire que c'est difficile de se mettre à nu comme ça. Et la question, Isabelle, est la suivante, c'est jusqu'où est-ce que je peux dire non? Moi, j'ai pas forcément envie qu'on sache combien de fois je vais aux toilettes par jour. Absolument. Alors, savoir que pour ces technologies-là, il y a un cadre éthique qui s'applique, en plus du cadre réglementaire.
Mais ces principes éthiques, on va les retrouver dans les obligations réglementaires. Et l'Agence numérique pour la santé a établi ce cadre éthique pour l'utilisation du numérique en cadre de la santé. Et on va retrouver une liste de principes éthiques qui aident en fait les développeurs d'intelligence artificielle, mais aussi les professionnels dans leur utilisation, pour avoir une utilisation centrée vers le bien-être des personnes et des patients. Alors on va retrouver bien sûr le critère de la bienfaisance qui en fait rappelle l'exigence de transparence à l'égard des personnes, d'abord sur l'utilisation, comment on va utiliser cette intelligence artificielle, à quoi elle va servir, est-ce qu'elles peuvent, comment ça s'inscrit dans leur parcours de santé, elles ont la capacité de s'y opposer bien sûr, et voir aussi comment ça va intervenir par rapport à la décision des professionnels de santé. Est-ce qu'ils pourront refuser l'avis de cette intelligence artificielle? Comment ça va les guider? Alors, il y a des obligations justement de les informer là-dessus, mais aussi en cas d'un avis d'une intelligence artificielle par rapport aux résultats qu'elle a remontés, elles doivent être informées de comment ça a influé sur la décision du professionnel, mais aussi est-ce qu'elle a le droit de demander un troisième avis, par exemple? Donc ça va être d'abord cette exigence-là qu'on va retrouver aussi la critère de la non-malfaisance, par exemple, sur quel type de données vont être récoltées, en fait. Quel type de données vont être récoltées par cette intelligence artificielle. Il faut d'abord informer les personnes sur ce type de données, qu'est-ce qu'on va prendre, et aussi vers quel but. Quel but aussi, très important de savoir qu'on ne prend pas tout, on ne prend pas toutes les données de la personne, ça va être vraiment centré sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et quel but on lui a donné. Donc c'est pas de capter tous les éléments de la vie privée d'une personne, mais bien aller vers ce pourquoi l'intelligence artificielle est utile dans le cadre du parcours de soins de la personne. Ensuite, on va trouver des questions avec l'intelligence artificielle de contrôle humain, d'autonomie. Parce que c'est quelque chose, je pense, les personnes ont un peu l'impression que ça va être un remplacement des humains ou alors un dépassement et qu'il y a une perte un petit peu de contrôle. Mais il faut savoir que l'intelligence artificielle, il y a une obligation d'avoir un contrôle humain sur ces résultats pour pouvoir examiner ça. Mais aussi dans le cadre de l'intelligence artificielle pour la téléassistance, il y a aussi consulter les personnes et bien les informer qu'il y aura toujours un deuxième contrôle par un humain et qu'ils ne seront pas complètement démunis face à une intelligence artificielle. Il y a aussi des questions de justice et d'équité qui viennent dans cette utilisation de l'intelligence artificielle, parce que les données qui sont récoltées, il faut qu'elles soient vraiment adaptées vers un but précis, comme je le disais tout à l'heure. Mais c'est aussi important, dans le cas des intelligences artificielles, d'entraîner ces modèles-là sur des données qui vont être adaptées vers le public pour lequel cette intelligence sera utilisée. Donc, dans le cadre des personnes âgées ou des personnes en cas de handicap, c'est important d'avoir une base de données d'entraînement qui va être celle de personnes à peu près du même âge ou avec des pathologies similaires pour éviter les biais. Et c'est d'ailleurs important d'informer les personnes sur ce type de biais qui peut arriver avec l'intelligence artificielle dans le cadre de son utilisation. Et toujours savoir qu'il y a toujours un contrôle humain, comme je disais tout à l'heure, des professionnels. Et enfin, je l'aborderai un petit peu moins sur ce sujet, mais il y a une question de développement durable aussi qui se pose avec l'intelligence artificielle. Savoir que ces technologies-là utilisent beaucoup de technologies, mais aussi doivent être tournées vers un objectif de développement durable. Donc ça impose des bilans carbone et d'autres sujets dans lesquels je ne vais pas m'apesantir. Voilà. Il y a deux aspects qui me semblent intéressants dans ce que disait Alain tout à l'heure. Il a parlé d'une évolution, c'est-à-dire que on a la perte d'autonomie, c'est généralement quelque chose justement d'évolutif, hélas. Ça peut aller mieux aussi, mais enfin c'est plus rare. Et donc, est-ce que il y a cette possibilité finalement de ne retenir que ce qui est véritablement utile pour la personne et de ne pas faire de la personne un objet d'étude, si vous voulez. Voilà. Tout à fait. Ben, ça rentrera dans les paramétrages du concepteur de l'intelligence artificielle, mais c'est aussi une obligation pour lui de démontrer qu'il a une finalité précise pour l'utilisation de son intelligence artificielle et qu'il est tourné vers la captation des données, vraiment tourné vers un objectif précis. C'est pas un captage de toutes les données. C'est également une obligation par rapport à la réglementation sur les données personnelles, d'ailleurs. Et les données qu'on peut tirer peuvent être utiles pour tout le monde, vous le disiez d'ailleurs. Est-ce qu'elles peuvent être, j'allais dire, anonymes?
Est-ce que finalement, le fait qu'on constate qu'il y a plus de chutes, alors pas dans un escalier, ça je crois qu'il n'y a pas besoin de données pour ça, c'est évident, mais à tel ou tel moment, dans telle ou telle circonstance, est-ce que tout ça est utile pour la collectivité? Est-ce que, mais ce qui n'est pas utile, c'est de savoir que c'est Monsieur Machin, Mademoiselle Zaza. Absolument. Voilà. Donc, est-ce que ça, d'abord, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est juridiquement tout à fait convenable? Alain, si vous voulez, mais on va reparler en détail après. Oui, vous avez des mesures spécifiques adaptées aux besoins qui permettent d'adapter la solution aux besoins, et vous avez une logique de détermination de profil et de solutions de façon anonymisée qui vous permettent de mieux connaître votre population et de mieux prévoir les solutions que vous allez mettre en œuvre en fonction du vieillissement de votre population. Donc ça peut être très utile pour des collectivités, donc des collectivités territoriales par exemple. Absolument. Et il y a des mécanismes, donc comme vous avez parlé d'anonymisation, il y a aussi la pseudonymisation, donc c'est un Oui. degré un peu inférieur par rapport à l'anonymisation, mais il conviendra aussi d'informer les personnes et parfois de recueillir leur consentement sur cette réutilisation de leurs données sur une finalité qui n'était pas prévue au départ, à savoir rentrer dans leur parcours de soins. Et ça c'est super important parce que si on rate ça, et quelque part, ça va passer sur le sujet suivant. Je ne fais pas exprès. C'est un très bon journaliste. On va inquiéter les gens et quelque part, on va faire peur et on va avoir des refus et des portes qui se ferment. Absolument. Justement, alors, merci. Ah, mais vous êtes extraordinaire. Donc, c'est vrai que ça fait peur. Je veux dire, objectivement, sans crier au loup, on a l'impression qu'on nous vole quelque chose aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça me fait penser un peu au bento. Vous savez, il faut trouver... Ouais, il y a des moments, ça va tellement vite que je ne sais pas comment vous percevez ça et qu'est-ce qu'il faut faire pour humaniser la déshumanisation. Je vais y arriver. Alors, il y a toujours la question du nom au départ qui peut déjà savoir est-ce que c'est le bon nom. Je ne sais pas si vous connaissez une île qui s'appelle Anguilla, qui se trouve dans les Caraïbes. Voilà. Je l'ai même visité. Alors, Anguilla, c'est un État. Ils étaient même présents au JO. Bon, ils n'ont pas eu de médaille. Hein. Mais il s'avère que Anguilla, comme un État, a droit à son extension de domaine Internet. Et Anguilla, son extension Internet, c'est .ai. Et il s'avère que, comme n'importe quel État, dès qu'il y a une création de site Internet, vous recevez l'équivalent de royalties. Et .ai, c'est l'extension que prennent toutes les startups qui se créent dans l'intelligence artificielle, notamment les américaines. Et donc, vous avez eu une vague qui continue, hein, de .ai. Et il s'avère que pour Anguilla, le .ai est devenu la deuxième source de revenus après le tourisme. Mais ce qui veut dire aussi qu'aux États-Unis, on parle bien de artificial intelligence. Et ce que vous retenez forcément, c'est intelligence, premièrement. Ce qui n'est pas le cas en français, où on parle d'intelligence artificielle, où probablement ce que vous retenez, c'est artificiel. Ce n'est pas la même chose. D'autant plus qu'aux États-Unis, artificial n'a pas le même sens péjoratif qu'on peut avoir dans artificiel en France. Où nous, artificiel, c'est artifice, c'est factice. Et donc, on oublie le côté intelligence et on retient juste le côté factice, le côté trompeur. Et donc, forcément, les gens, quand ils entendent parler d'intelligence artificielle, ils mettent ça dans fake news, dans intox, dans manipulation. Et donc, le problème au départ, c'est est-ce que déjà le terme intelligence artificielle est un juste terme comme me le disait tout à l'heure Alain, finalement, l'intelligence artificielle, dans les boîtes innovantes, elle est existante depuis longtemps. Je me rappelle toujours la personne qui gérait toute l'architecture réseau d'Amazon. Il faut vous inquiétez pas, l'intelligence artificielle, ça fait 20 ans qu'on la pratique. Tunstall Vitaris a toujours été dans la requête et dans l'étude des probabilités, en se disant comment on peut être au plus proche de l'utilisateur. Donc ne pas oublier que l'intelligence artificielle, c'est probablement un outil gigantesque. La question, c'est est-ce que ça vaut le coup de donner le nom de l'outil au grand public? Et effectivement,
il peut avoir le revers de la médaille qui est, attention, il y a un côté effrayant avec ce terme déjà, intelligence artificielle, alors que les retombées sont toujours au bénéfice de l'utilisateur. Ouais, effectivement, hein, c'est important de donner les bons mots sur les bons concepts. Hein. Complètement. Ce qui s'énonce, c'est quoi? Ce qui se pense clairement, S'énonce clairement. Voilà. Un grand informaticien qui s'appelait Boileau, je crois. Oui, non, j'en suis même sûr. Alors, on a bien vu tout ça. Il y a aussi une crainte, c'est que l'intelligence artificielle, eh bien, confisque tous les emplois finalement. On peut imaginer qu'il y a un super intellectuel qui, alors lui, sait tout et qui est capable d'échanger avec justement cette intelligence artificielle et que nous, là-dedans, on est juste des consommateurs et rien d'autre. C'est le danger. C'est ce qu'on me dit souvent. Quand est-ce que l'intelligence artificielle générative va remplacer mes chargés d'écoute qui sont des anges gardiens pour nos bénéficiaires 24 heures sur 24? Alors moi, j'y crois pas trop. Et je pense qu'il y aura toujours besoin d'un contact humain, surtout sur une population de personnes âgées. À l'inverse, je pense qu'elle peut nous aider peut-être à déceler un stress ou une situation grave plus rapidement, à nous permettre de faire un filtre plus rapidement entre justement quelque chose qui est grave ou pas grave dans les 10 premières secondes par exemple, et vraiment orienter directement sur les services de secours s'il y en a besoin. Je prends toujours l'exemple d'une personne qui nous appelait et qui nous disait que son armoire était tombée et qui disait non mais tout va bien mais mon armoire est tombée. Et en fait, elle a mis beaucoup de temps à dire qu'en fait, c'est parce qu'elle était sous l'armoire le problème. Et en fait, quand vous écoutez, vous l'entendez si vous écoutez vraiment très bien. Et ça, dans cet exemple un peu idiot, je l'admets, ça pourrait nous aider à aller beaucoup plus vite, parce que la pauvre dame, elle était quand même sous son armoire. Voilà, par exemple ça, comment on peut utiliser... Donc pour aider peut-être aussi le chargé d'écoute à lui proposer des solutions, à l'orienter, mais encore une fois comme un outil d'aide et de support et non pas comme un outil qui remplace l'humain. Alors j'ai pas forcément toutes les idées, mais je vois au moins celle-là. Et comme vous disiez, moi je pense que l'humain au final restera décideur et que ça va plutôt être un outil pour accélérer et apporter un meilleur service. Absolument. Isabelle? Alors oui, l'intelligence artificielle générative, c'est un peu différent d'une intelligence artificielle qui va avoir une finalité précise. Donc par exemple, la classification, ce genre de choses, ou résoudre un problème particulier. Donc c'est sur des larges bases de données, c'est un entraînement un peu plus... sur vraiment des bases de données beaucoup plus importantes et qui vont avoir la faculté de réaliser des tâches beaucoup plus larges et beaucoup plus diverses que d'autres types d'intelligence artificielle. Donc c'est quelque chose qui fait un peu plus peur sur la perte de contrôle, on va dire, mais qui peut être utilisé de manière très diverse. Donc il y a toujours cet objectif de finalité en fait de cette intelligence artificielle qui est importante pour le concepteur et qui a toujours des principes éthiques qui s'appliquent et des considérations qu'il faut prendre en compte quand on utilise une intelligence artificielle. Et donc ces principes-là, ça va être forcément toujours pareil, de l'obligation d'informer les personnes, mais aussi d'avoir ce petit encadré que vous avez parfois en utilisant des intelligences artificielles de langage, de vous parlez à une intelligence artificielle, vous ne parlez pas à un humain, et de mettre en place des mécanismes pour éviter justement de perdre les gens à qui ils parlent vraiment. En fait, c'est vraiment un objectif d'information des personnes que ça va être. Toujours. Yves. Oui, en fait, ça fait 8 ans que j'ai créé l'agence et tous les jours, mon but est de montrer que les seniors sont de plus en plus digitalisés. Et les études, on en mène beaucoup, nous, de notre côté, le montrent. Il n'empêche qu'en 8 ans, je n'ai pas encore réussi à trouver le secteur qui s'adresse aux seniors dans une démarche 100% digitale de A jusqu'à Z. On est face à une population qui, à un moment ou un autre, a besoin d'un contact humain, que ça soit la personne qui vient à domicile, que ça soit le senior qui se rende en agence ou en laboratoire, en point de vente, ou que le senior puisse échanger par téléphone. Et donc, ce lien
humain sera toujours là. Et au contraire, et j'ai presque envie de dire tant mieux si l'intelligence artificielle générative permet pour le conseiller d'avoir des données qui lui permettront de se focaliser sur les tâches à valeur ajoutée, donc des tâches à valeur ajoutée humaine et intelligence simple, j'ai envie de dire. Vous voyez, d'intelligence, presque de l'intuition aussi. À partir du moment où toute la partie de tout ce qui est probabilité a été déjà traitée en amont. Alors Yves, dans ce que vous venez de dire, il y a effectivement, par exemple, ça peut nous faire gagner beaucoup de temps. Les services des urgences sont sollicités par énormément de personnes âgées parce qu'elles ne savent pas où aller, elles ne savent pas ce qu'elles ont, c'est-à-dire qu'on ne les a pas mis forcément dans le bon circuit dès le début. Et donc, avec ce que vous proposez, Alain, à l'évidence, on rentre dans une catégorie où, j'allais dire, une partie du travail était faite pour permettre justement au rapport humain de s'installer dans le bon sens. Alors, je rappellerai déjà, la téléassistance, en premier lieu, c'est pour vous éviter d'aller aux urgences. Bien sûr. Au maximum. Donc, je le rappelle quand même par rapport à votre exemple, et ça marche bien. J'en ai perdu votre question. Oui, mais oui, c'est ça. Mais c'est effectivement comment on fait ce filtre et comment on accélère la prise de décision de façon la plus pertinente possible. Et on voit bien, on fait des sondages, nous, vis-à-vis de nos bénéficiaires. Par rapport à quelqu'un qui n'a pas la téléassistance, on est à des taux d'acceptation de plus 90% et de satisfaction en termes de sérénité et de sécurité. Mais je voulais dire un autre point, c'est qu'il y a aussi des personnes qui peuvent prendre la téléassistance pour faire plaisir à leurs enfants. Et pour revenir sur le sujet du consentement, il nous arrive des fois de nous déplacer pour mettre en place des solutions avec IA ou sans IA et de repartir bredouille, parce qu'en fait c'était juste les enfants qui faisaient le forcing et la personne n'en veut pas. Donc effectivement, pour revenir à ça, la personne, quel que soit son âge, doit garder sa liberté de décision. Oui, absolument. Et ça, c'est un vrai sujet. Oui, absolument. Donc c'est très important la question du consentement, parce qu'on requiert un consentement éclairé pour qu'une personne puisse consentir à ce type de dispositif. Et éclairé, on rejoint toujours cette question de la transparence en fait, de l'utilisation. Et c'est pour ça que c'est très important d'expliquer en fait, à la personne comment ça va s'inscrire dans ce parcours-là, mais aussi comment on va l'utiliser pour qu'elle puisse donner un consentement qui soit valable parce qu'il aura été informé convenablement. Oui, parce que ce qui est effrayant, c'est le consentement non éclairé. Non mais je plaisante qu'à moitié. Quand vous prenez un billet d'avion, c'est un consentement non éclairé. Vous êtes obligé, si vous n'êtes pas d'accord, vous ne prenez pas l'avion. Donc, mais là, on voit bien dans notre déploiement dont je parle en Belgique, on a quand même équipé, où on est en train d'équiper 3000 logements, et on prend le temps avec notre partenaire d'expliquer. Donc il y a des personnes qui vont vouloir une caméra ou d'autres pas, parce qu'ils vont vouloir des fonctions plus avancées. Mais en l'occurrence, quand vous expliquez, on a massivement des gens qui acceptent, une fois qu'ils ont compris que les données elles restaient sur place, que le logiciel il était sur place, qu'il n'y avait pas de vidéo qui sortait. Vous expliquez vraiment, il faut expliquer, il faut rassurer, et vous avez des oui massifs, mais il faut prendre le temps d'expliquer. C'est-à-dire qu'on confond souvent l'intrusion qui peut être utile mais qui est effectivement consentie, c'est-à-dire et toujours justifiée. Il ne viendrait à personne l'idée de dire je ne veux pas que la police vienne chez moi quand il y a des cambrioleurs. Vous voyez, c'est un peu idiot. Oui, mais je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, nous, on met en place une solution qui obéit à un certain nombre de règles qui ont été dites, de consentement, de sécurisation des données, de non-sortie de caméra. Et je pense qu'il vaut mieux prendre ces solutions-là avec nos solutions d'intelligence artificielle qui en plus vont apporter une analyse en plus, que d'aller acheter sur un grand réseau de vente par Internet des caméras faites en Chine ou ailleurs, hein, c'est pas parce qu'elles sont faites en Chine, sans aucune sécurité, où n'importe qui va pouvoir aller se connecter. Et il y a des proches qui font ça aussi en pensant faire bien. Donc faut toujours garder à l'esprit ces données de sécurisation et de consentement. Et je vois des fois effectivement des proches qui ont mis des caméras, qui surveillent leurs parents comme ça, je ne sais même pas s'ils sont au courant.
Mais juridiquement, d'ailleurs, c'est discutable de surveiller ses parents. Oui, absolument. Bon, vaut mieux, Vaut mieux avoir surveiller ses enfants, oui. vaut mieux avoir le consentement surtout de la personne. Parce que c'est quand même quelque chose qui est intrusif en fait dans la vie privée des personnes. Il y a un côté intrusif. C'est pour ça qu'il fait l'importance du consentement de la personne. Mais je reviens peut-être sur la question des réglementations un petit peu au niveau européen. C'est que les principes éthiques dont je vous parlais tout à l'heure, c'est qui sous-tendent en fait les règles qu'on a qui s'appliquent en fait à l'intelligence artificielle. C'est pas seulement des principes éthiques dont on parle et qui sont importants d'aborder, mais on va également les retrouver dans la réglementation parce que les concepteurs ont des obligations. Donc, question de recueillir le consentement, mais aussi de vraiment s'attacher à développer des données qui soient minimisées par rapport à l'objectif de sécurité, de cybersécurité, mais aussi d'évaluer constamment leur système d'intelligence artificielle pour vérifier qu'il soit toujours conforme, qu'il soit toujours pertinent, en fait, et que la qualité de leur système est toujours adéquat. Donc c'est important de se souvenir que ça s'applique également à la réglementation. Les principes d'éthique, c'est pas simplement pour en discuter comme ça. Alors justement, Yves, comment vous travaillez sur cette acceptation? Parce que c'est difficile, on comprend bien que le principal frein, il est la méfiance. C'est-à-dire que la plupart des gens ont l'impression, à cause de l'intelligence artificielle qu'on voit dans les films, c'est-à-dire Dieu le Père, qui en l'occurrence est américain, va avoir une emprise sur nous. C'est le phénomène de l'emprise, donc qui est quelque chose d'extrêmement dangereux, effectivement. Comment vous travaillez pour que on remette, j'allais dire, j'ai trouvé une image, l'église au centre du village et pas le village au centre de l'église. Vous voyez? Comment vous faites? En plus, ce questionnement est d'autant plus intéressant quand on y réfléchit sur la population senior, qui a un rapport aux technologies qui est assez ambivalent. C'est-à-dire que si je nous interroge tous les quatre là en disant est-ce que tu n'as pas envie de temps en temps de te déconnecter, je pense qu'on aura un fort taux d'envie de déconnexion parce que l'informatique et le digital plus globalement est à la fois un outil de loisir pour nous et à la fois un outil de travail. Donc avec l'aliénation qu'on peut parfois imaginer. Donc on a parfois des envies de déconnexion. Quand on interroge des seniors, il n'y a jamais ce désir de déconnexion. En fait, pour eux, ce n'est pas un outil de travail. Et donc, il y a un prime abord qui est de dire c'est super, je peux acheter des billets de train avec Internet. Mes petits-enfants qui sont à l'étranger, je peux faire du WhatsApp avec. Je peux aller chercher des informations sur Wikipédia. Donc, il y a un côté déjà mordre pleinement la technologie. Et en même temps, dans les mêmes études qu'on fait, quand on pose la question attachez-vous de l'importance aux avis sur Internet, les seniors en majorité disent oui. Et exactement la question qui suit, est-ce que vous vous méfiez des choses que vous voyez sur Internet? 60% disent oui, je me méfie des choses que je dis sur Internet. Et donc, le gros saut à pratiquer, c'est comment, parce qu'ils sont aussi conscients d'être parfois victimes, des premières victimes des fraudes sur Internet, comment on utilise cet amour, ou en tout cas cet enthousiasme lié aux technologies, comment on le coupe avec des avis de proches, comment on le couple avec des avis de ses pairs. Et donc je pense que Tunstall, je pense, aura beaucoup à gagner de montrer de dire regardez, avec notre technologie, on a eu tant de satisfaction, on a eu tant de personnes qui se sont senties vivre mieux grâce à la technologie. Et je vous dis, quand ça vient d'un proche ou quand ça vient de quelqu'un qui a exactement le même persona, c'est gagné. Et donc, voilà. Mais la pièce, elle peut tomber d'un côté comme elle peut tomber de l'autre. Mais elle est rarement au milieu. Ça arrive une fois tous les... Alors l'étude qu'on mène là, va nous aider pour ça. Aujourd'hui, on a déjà démontré, on a fait des livres blancs sur le sujet, qu'une téléassistance adaptée vous permet de vivre plus de 2 ans chez vous par rapport à quelqu'un qui ne l'a pas avant d'entrer en EHPAD, en maison médicalisée. Donc la question avec les outils qu'on met aujourd'hui d'intelligence artificielle, est-ce que ça va vous permettre de rester encore plus longtemps que ça chez vous? Il est un peu trop tôt pour le dire, mais ça sera un des résultats de l'étude à suivre sur lequel on pourra effectivement communiquer.
D'ailleurs, c'est curieux de finalement le problème posé par l'intelligence artificielle, c'est le problème de l'humain. C'est-à-dire que c'est pas l'intelligence artificielle en soi qui pose un problème. On est bien content d'avoir des milliers et des millions de données. Ça nous est utile pour des tas de trucs. Et d'ailleurs, on accepte assez facilement le côté intrusif de Google ou d'autres, parce que, comme vous le savez, on reçoit des messages tellement personnalisés qu'on a vraiment l'impression qu'on a regardé par le petit trou de la serrure. Et c'est nous-mêmes qui livrons ces données. Donc, c'est difficile de faire autrement. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir de quelle manière on peut vivre avec, vivre mieux, parce que vivre sans, c'est plus possible. Enfin, il faut être un petit peu sérieux. Je veux dire que personne ne peut se passer d'un ordinateur et d'Internet ou d'un téléphone portable. On a tous ça. Mais en même temps, comment réfléchir à ce que nous soyons toujours au centre, nous, humains, et quelles que soient nos difficultés, nos fragilités, notre âge, que nous soyons toujours acteurs de cela, que nous puissions le maîtriser. C'est ça la vraie question. Qu'est-ce que vous attendez? On a encore 10 minutes justement pour faire un petit peu de prospective. Oui, où faut-il ne pas aller, ou où faut-il aller pour que finalement on s'approprie totalement tout cela et qu'on arrête d'en avoir peur? Alain, par exemple. Oui, il faut expliquer. Oui, il faut expliquer que c'est un support à nos outils et pas une fin en soi. Donc ça permet encore une fois, dans notre cadre de la téléassistance, de mettre en place de façon vivante et dynamique une solution qui est adaptée à votre besoin du moment et la changer dans le temps. Parce qu'en fait, c'est comme si ça faisait des réassessements de façon régulière. Avant, on faisait des réassessements tous les 6 mois, on faisait un questionnaire. Mais là, en fait, c'est en temps réel. Après, on a aussi besoin d'aide et de support, parce qu'une solution comme ça, par rapport à une solution de téléassistance classique, ça coûte quand même plus cher. Je vois dans d'autres pays européens des aides et vraiment des investissements sur ces sujets-là, parce que c'est encore une fois une vraie logique de prévention que vous mettez en place. Donc vous faites des économies sur le système de santé, des économies sur le système social, des économies sur les interventions des urgences. Donc comment aujourd'hui on peut, en Belgique par exemple, c'est des fonds européens et des fonds régionaux qui aident à lancer la démarche. Comment en France on peut arriver au même résultat pour basculer vraiment dans le digital, dans l'intelligence artificielle sur nos solutions? C'est aussi un sujet sur lequel on a besoin d'aide. Alors, il paraît qu'on va peut-être avoir une loi grand âge, donc on ne sait jamais. Isabelle, vers quoi ne faut-il pas aller et vers quoi faut-il aller pour qu'on puisse s'approprier et considérer, personne ne considère que, je sais pas, moi je prends un truc très bête, hein, que le train, l'avion ou la télévision, c'est des mauvaises choses. Voilà, donc l'intelligence artificielle va nous permettre de faire de fantastiques voyages aussi, de fantastiques économies, de tout réorganiser, mais encore une fois, comment être sûr qu'on est vraiment bien protégé? Alors ça sera pour moi sur le futur de ce que ça doit devenir ou non. Je pense que c'est important de se souvenir qu'il faut toujours un but précis de l'utilisation des outils d'intelligence artificielle. Et je pense que c'est important de bien cadrer ça en amont sur pourquoi on veut l'utiliser, dans quelle ampleur et comment ça va nous aider. Mais je reviens sur ce que disait Alain, c'est vraiment un outil, l'intelligence artificielle, et je pense que c'est comme ça qu'il faut encore le visualiser, comme quelque chose qui est indispensable, je pense, de nos jours, de l'introduire dans notre quotidien, mais qui est un outil sur lequel il faut qu'on s'appuie, et pour qu'on aille toujours vers une finalité précise, sur laquelle on doit aussi être informé, par exemple, sur comment appréhender les retours de cette intelligence artificielle, sur les résultats qu'on a. Donc ça va être sur, moi je reviens toujours à l'information, mais aussi des notices aussi pour nous guider vers comment on peut l'utiliser et vers quoi on peut aller avec, et placer des limites aussi, toujours aller mais dans le sens de nos valeurs, mais ça on s'éloigne un petit peu plus, mais ça sera, je pense, toujours une question aussi de balance des droits aussi des personnes et de leur vie privée,
qu'on retrouvera aussi dans des obligations légales pour ne pas se retrouver dépassé par une technologie et aussi pour guider son développement, je pense. Yves? Oui, bien sûr, prévention égale économie. Dans des zones de tension économique qu'on commence à traverser, j'ai envie de dire, on n'est pas encore dans l'œil du cyclone, c'est un message qui va porter. Et puis, il y a aussi le côté, je pense, à l'embauche. Soit on estime que nos métiers vont disparaître, on estime que c'est une menace, soit on se dit, je pense que toutes les populations actives, si on leur pose la question, quelle est la part de ton métier que tu supportes le moins, tous vont vous dire la partie administrative. Si on arrive à prouver que grâce à l'intelligence artificielle, les gens n'auront plus à se consacrer aux questionnaires, n'auront plus à reposer 1000 fois les mêmes questions, parce qu'en fait, les algorithmes aidants auront permis de dire tu vas te concentrer sur ce pourquoi on t'a embauché, c'est-à-dire de l'écoute, du conseil et de la prévention, on aura gagné énormément de choses, on aura gagné de choses à l'embauche. Et comment on garde aussi ces salariés, parce que les salariés se sentiront élevés dans les missions qu'ils pourront poursuivre. Non, absolument, c'est une forme de libération extraordinaire quand on y réfléchit. Il y a juste quelque chose qui, moi, me rend optimiste, c'est que les trois grands blocs sur la recherche en intelligence artificielle, sur la gestion des data, donc des données, schématiquement, États-Unis, Chine, Europe, c'est la conception même de l'individu, de ce que nous sommes. En Chine, l'individu n'a pas beaucoup d'importance. C'est un comportement collectif. Et en fait, votre individualité n'existe pas en tant que telle. C'est-à-dire, elle n'existe que par rapport à la masse. Donc, votre consentement, on s'en fout un peu, pour dire les choses très directement. Aux États-Unis, vous avez de l'importance, mais vos données doivent être accessibles pour autant qu'on vous les rétribue. On n'a pas le droit de vous les voler, mais vous ne pouvez pas vraiment vous opposer, sauf à faire procès, etc., très difficile, à cela. Donc, c'est une liberté contre la confiscation, mais ce n'est pas une liberté positive, entre guillemets. En Europe, c'est le contraire. L'individu a beaucoup d'importance, il peut dire oui ou non. Et donc, à partir de là, ça pose aussi un problème qui est celui d'être un peu en retard par rapport à des systèmes nettement moins ouverts, enfin nettement moins soucieux de l'intérêt des gens, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit pire en Chine. Donc, c'est ça aussi, c'est à la fois rassurant parce qu'on a vraiment l'impression que l'humain est au centre, contrairement à ce qu'on raconte sur l'Europe en règle générale, mais en même temps, il y a des moments où pour aller plus vite, on aurait envie d'avoir plus de données de prendre l'autoroute plutôt que la nationale pour aller vite. Vous êtes d'accord avec cette analyse ou plutôt vous, Isabelle, qui êtes juriste? Oui, moi je suis d'accord avec ça. Après, je pense que comme vous le soulignez, ça dépend de quel genre de société on a envie d'être en fait. Si on veut vraiment placer l'individu au centre et donc de s'assurer de son consentement et de développer nos technologies par rapport à ces valeurs-là, ces valeurs qu'on peut avoir peut-être en Europe de placer l'individu au centre, ou de perdre un petit peu ça et de se tourner vers un développement de la technologie confié à des entreprises où on a peut-être un peu moins de contrôle sur les données qu'on utilise, qui sont utilisées, et sur qu'est-ce qu'on fait de ça en fait, et sur notre vie privée. Donc c'est vraiment une question de positionnement sociétal. Mais je partage votre point de vue là-dessus. Alors, l'intelligence artificielle au service de la téléassistance, on a bien compris que c'était évidemment à la fois préventif, c'était aussi quelque chose qui permettait justement le contact, parce qu'on oublie de le dire, mais il y a pas mal de personnes âgées qui sont isolées, et que paradoxalement, c'est par la téléassistance qu'ils le sont moins, et qu'ils ont des réponses. Vous disiez au début, je crois que c'était une boutade, mais non, on peut discuter aussi. Là, vous savez que sur 100% des appels qu'on reçoit, 92% ne sont pas des appels d'urgence. Ce sont des appels pour discuter, pour échanger. Et sur 2 millions d'appels qu'on reçoit par an sur notre centrale d'écoute et d'assistance, on fait 1 million d'appels sortants, justement, pour des personnes isolées. Donc on est disponible 24 heures sur 24 pour échanger. Et on peut vous appeler régulièrement si vous en avez
éprouvé le désir et pris cette petite option. Mais donc oui, on est un outil de lutte contre l'isolement. On l'a vu pendant le Covid, on continue de le voir aujourd'hui. Et après, encore plus que ça, on peut parler de santé, on peut parler de... Vous n'avez plus de médecin traitant, donc on peut vous mettre en relation, on peut vous faire de la téléconsultation. Donc on est vraiment une porte d'entrée, un portefeuille de services. Voilà. Et puis donc l'intelligence artificielle va aussi pouvoir me conseiller sur les services qui pourraient vous être les plus utiles au moment où vous en avez besoin. Et peut-être demain... j'éviterai que vous chutiez, donc je vais prévoir que vous allez chuter avant que vous chutiez. Je suis pas sûr qu'on en arrivera là, mais... Non, mais en tout cas, c'est une belle conclusion. Ouais, c'est pas encore tout à fait prédictif, faut pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une avancée considérable, encore une fois, qui met l'humain au centre. Voilà. Et je crois que comme conclusion, ce qu'on peut dire, c'est vive la téléassistance. Non, écoutez, vive la téléassistance. mais on dira pas la téléassistance est morte, vive la téléassistance, comme pour le roi, mais elle est en train de se développer. Et donc, vive la vraie téléassistance, c'est-à-dire encadrée, on a bien compris, comprise et expliquée, et utilisée pour ses multiples possibilités, dans pas seulement l'intérêt de l'individu, pas seulement l'intérêt de la famille, mais l'intérêt de la société en général. Proactive, préventive et personnalisée. Ben voilà, c'est les 3 mamelles de la téléassistance. Merci à vous. Merci. Merci.